Bonjour à toutes et à tous. Dernier cours de l'année. Donc, je vais terminer le chapitre sur la déstabilisation de l'Europe de l'Est à l'époque de Gorbatchev. Donc, brièvement, je rappelle les points importants de la première leçon. Alors, j'étais parti évidemment de la période de la satellisation, c'est-à-dire tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, quand Staline a mis la main donc sur ce qu'on appellera plus tard les démocraties populaires, c'est-à-dire les pays de l'Est européen. Donc le but est de voir comment ces pays ont pu, 40 ans après, parvenir à quitter l'orbite soviétique. Alors, pour examiner ce processus de désatellisation qui va se concrétiser en 1989, eh bien, je vais reprendre mes paramètres habituels, c'est-à-dire la société officielle, le Parti communiste, examiner quels sont les types de forces à l'intérieur de cette société communiste, puis la société civile, très peu visible souvent, écrasée par la société officielle, là aussi voir dans les différents pays quel est l'état des forces, et enfin, quelles sont les forces extérieures au monde communiste qui sont susceptibles d'être intervenues au moment donc vers 1989, c'est-à-dire au moment de la désatellisation. Alors, donc la dernière fois, je vous ai dit que je procéderais d'une manière peut-être un peu curieuse au départ, c'est-à-dire donc en faisant un tableau avec 6 colonnes, les 6 pays que je considère, et 3 éléments horizontaux, la société officielle, la société civile et les influences extérieures. Et dans ce premier cours, donc, j'ai rempli ce tableau en mettant soit des pastilles bleues lorsqu'il y avait des éléments progressistes, dynamiques, réformistes, soit des pastilles oranges lorsque les éléments importants étaient plutôt conservateurs. Donc, alors j'ai commencé par examiner rapidement les forces à l'intérieur de la société officielle. Donc, j'ai évoqué le cas de Parti communiste aux mains d'ultra-conservateurs. Il y en a 4, ce qui est beaucoup sur 6, hein, en RDA, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Roumanie. Dans tous ces pays, même en cherchant bien, on ne trouve vraiment comme élément dirigeant, parmi les éléments dirigeants, on ne trouve aucune personnalité progressiste. Ensuite, il reste donc 2 partis communistes où nous allons voir arriver des éléments réformateurs. C'est en Hongrie, et c'est très inattendu, János Kadar. Kadar donc était arrivé dans les fourgons de l'Union soviétique après les événements de 1956. Kadar, l'homme détesté, et qui finalement aboutira à faire de son pays, la Hongrie, un des pays économiquement et même politiquement les plus libérés de toutes les démocraties populaires. Et en Pologne, le cas est un peu différent, mais au sein du Parti communiste a été imposé par l'Union soviétique en 1981 un général, le général Jaruzelski, qui a pour mission de combattre le syndicat libre Solidarność, qui s'est installé en 80, et qui donc apparaît comme un homme d'ordre, un ultra-conservateur. Mais ce même homme, hein, peu à peu, va comprendre que la situation est en train d'évoluer en Pologne et que la seule solution pour le gouvernement communiste, c'est de s'adapter, c'est de faire, à l'image de ce qui se passe en Union soviétique à l'époque, une perestroïka. Donc, dès l'arrivée en 1985 de Gorbatchev à Moscou, Jaruzelski se rapproche de lui et va donc montrer un visage nettement plus conciliant, plus réformateur avec l'opposition. Donc, ça nous donne, pour la société communiste, cette situation assez contrastée avec 2 pays où il y a quelques forces progressistes
et 4 où il n'y en a pas. Dans la société civile de ces 6 pays, les choses sont un peu différentes. Il y a 2 États, la Bulgarie ou la Roumanie, où il n'y a pas de dissidence organisée, pas d'église non plus qui soit susceptible de soutenir un mouvement d'opposition. Alors bien sûr, il peut y avoir des oppositions individuelles, quelques individus qui osent s'opposer au Parti communiste, mais c'est rare. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un consensus dans la population et que l'immense majorité de la population approuve le gouvernement communiste, pas du tout. Mais ce mécontentement n'ose pas se manifester. Et j'ai cité 2 cas que j'avais recueillis lors de voyages en Bulgarie en 92 et en Roumanie en 2003. Donc, pour la Bulgarie et la Roumanie, les forces progressistes sont vraiment, dans la société civile, très individuelles, minuscules, disons. En revanche, dans 3 autres pays, on trouve des groupuscules dissidents, surtout parmi les jeunes, quelques églises qui acceptent de soutenir ces groupuscules. Mais là aussi, la population a peur de la police, peur des représailles, et se montre très prudente. Donc j'avais examiné les 3 pays brièvement, en insistant sur le rôle notamment des pasteurs protestants, qui sont souvent, comme en RDA, des éléments, disons, de contact avec je vais y arriver, avec la société civile. Alors, sinon, c'est trop noir. Bien. Donc, pour ces 3 pays, j'ai mis des pastilles un peu plus grosses qu'en Bulgarie et en Roumanie, mais des pastilles progressistes. C'est évident qu'il y a des éléments mieux constitués parmi les réformistes que dans les 2 pays, Bulgarie et Roumanie. Et enfin, il y a un cas particulier de la société civile, c'est en Pologne. Là, en Pologne, l'opposition est très large, aussi bien intellectuelle, ouvrier, et même parmi les paysans. Elle est très structurée. On a notamment depuis 1976 que s'est créé un comité de défense des ouvriers. Il y a de vraies structures qui permettent à l'opposition d'être reliée, d'avoir de l'unité. Surtout, ce qui va marquer justement cet élément d'unité de l'opposition, c'est un accord qui n'est pas connu à l'époque, entre l'Église polonaise et les intellectuels. Les intellectuels, même s'ils ne sont pas croyants souvent, pensent que l'Église est le fer de lance, doit être choisi comme fer de lance de l'opposition contre le gouvernement communiste. Et ceci, c'est une prise de conscience qui date des années 76-77. Et bien entendu, quand l'année suivante, Jean-Paul II, archevêque de Cracovie, sera élu, eh bien, la démonstration sera encore plus nette d'une Église qui fédère l'opposition. Solidarnosc, c'est-à-dire le premier syndicat dans le monde communiste, syndicat libre, en 80, bien entendu, affermit encore plus cette fédération de l'opposition. Alors, cette opposition polonaise, soutenue par une église puissante, d'abord Wilczewski, puis Jean-Paul II. Et par conséquent, j'ai rassemblé sur un tableau, et vous voyez donc pour la Pologne, la société civile est exceptionnellement développée et active. Quant aux influences extérieures, je crois que j'en étais là la dernière fois. Je ne me souviens plus si... oui, je crois que j'en étais là. Alors, je commencerai par examiner ce qu'on appelle l'Occident.
pour dire que pendant longtemps, l'Occident s'est montré pas tellement intéressé par ces pays de derrière le rideau de fer, ces pays d'Europe de l'Est. En 1948, lorsque la Tchécoslovaquie était le dernier pays à tomber dans l'escarcelle stalinienne, il n'y avait pas eu vraiment de très très forte réaction en Occident. On avait accepté. En 1953, quand les ouvriers de la Staline allée à Berlin-Est se révoltent, que les chars soviétiques interviennent, là aussi, des réactions certes en Occident, mais fort peu efficaces et assez vite terminées. En 1956, pour Budapest, pour l'invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques, les réactions de l'Occident, surtout des États-Unis, sont nettement plus marquées, mais ça reste quand même des déclarations de principe. Et il n'y a pas une véritable intervention, une aide des pays d'Europe de l'Est. Et en 1968, en Tchécoslovaquie, c'est la même attitude. On déplore évidemment l'entrée des chars du pacte de Varsovie à Prague au mois d'août 68, mais une fois l'émotion passée, on accepte. Les choses vont changer. L'Occident, donc, va commencer à s'intéresser un peu plus durant la décennie 80. Et il y a deux événements très différents qui peut-être réveillent l'Occident. C'est en 1980, j'y faisais allusion il y a un instant, la création d'un syndicat libre en Pologne, Solidarność. Ça montre aux Occidentaux que les choses peuvent changer dans ce bloc communiste qui paraît figé pour l'éternité, qu'elles peuvent changer et qu'elles sont en train de changer. Et il en est de même lorsque le nouveau secrétaire général de l'Union soviétique arrive au pouvoir, donc Mikhaïl Gorbatchev, en 1985, et qui lance quelques mois plus tard une grande campagne qu'on va appeler Perestroïka, la restructuration. Alors au début, je l'ai dit, on est très dubitatif en Occident, et puis peu à peu, Gorbatchev donne des gages, et à ce moment-là, l'Occident s'intéresse de plus en plus à ces pays communistes en pensant que, après tout, il pourrait y avoir du changement sous peu. Alors, quels étaient les types d'actions pour les Occidentaux s'ils voulaient infléchir un petit peu la politique des régimes communistes? C'est comme aujourd'hui, hein, ça n'a guère changé, simplement, à la place de régime communiste, il y a un régime comme celui de Poutine. Et comme il se comporte comme les soviétiques, on peut faire des comparaisons. Alors, trois types d'actions. Il y a l'action d'abord diplomatique. La grande action diplomatique, je vais y faire allusion dans un instant, ce sera bien sûr la conférence d'Helsinki en 1975. Mais cette conférence de 1975 d'Helsinki a été préparée. Il y a eu des petits pas. D'abord, en 1954, Moscou a proposé à l'Occident de faire une conférence, une rencontre sur les problèmes de la sécurité en Europe. Mais les Occidentaux, notamment les Américains, ont pensé que c'était un piège de Moscou et ils ont refusé. En 1960, nouvelle offre de la part de Moscou et nouveau rejet. On se méfie toujours beaucoup de ce qui vient de l'Est. Et finalement, en 1969, les Occidentaux vont accepter de se réunir pour mettre au point les meilleures conditions possibles de la sécurité en Europe. Mais auparavant, ils ont déclaré aux Soviétiques, d'abord, voyons si le rapprochement entre les deux Allemagnes, ce qu'on appelait l'Ostpolitik, qui était mené par le chancelier d'Allemagne fédérale Willy Brandt, voyons si il y a des progrès manifestes dans ce rapprochement. Et si c'est le cas, alors on pourra monter d'un cran et organiser une grande conférence pour l'ensemble de l'Europe.
Effectivement, en 71, il y a cet accord à propos de Berlin, qui est un progrès incontestable, et en 72, il y a la reconnaissance des deux Allemagnes, la reconnaissance réciproque. Désormais, on accepte qu'il y ait deux Allemagnes, deux pays, ce qui était un progrès manifeste pour la paix. Et c'est dans ce contexte qu'en 1975 se tient à Helsinki une très grande conférence avec, disons, trois types de problèmes qui vont être étudiés, analysés, discutés. D'abord, ce qu'on appelle des corbeilles. Premier ensemble, première corbeille, si vous préférez, tout ce qui concerne la sécurité en Europe. Alors, on discute de l'inviolabilité des frontières. On ne peut pas remettre en question des frontières. Vous voyez que, hélas, pour la Roumanie, ça n'a pas été le cas. Pour l'Ukraine, qu'est-ce que je dis, la Roumanie? L'Ukraine, ça n'a pas été le cas. On a bien oublié Helsinki. Non-intervention dans les affaires intérieures, intégrité des États, égalité souveraine. Donc, cette première corbeille à Helsinki était très importante. La deuxième corbeille concernait la coopération de tous les pays d'Europe, des États-Unis et du Canada, dans les domaines de l'économie, de la science et de la technique. Et enfin, la troisième corbeille concernait la coopération dans les domaines humanitaires. Eh bien, toutes ces questions sont sérieusement traitées à Helsinki. 33 États, donc tous les États d'Europe, sauf l'Albanie, plus le Canada et les États-Unis, signent ces accords d'Helsinki. Donc, désormais, c'est un exemple, dans toute l'Europe occidentale, orientale, communiste, capitaliste, les personnes et les marchandises seront libres de passer d'un pays à un autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des droits, mais pour les marchandises, mais seront libres de passer. C'est un véritable événement. Deuxième type d'action par laquelle l'Occident pouvait faire pression sur les pays communistes pour tenter de les faire évoluer, c'est par l'économie. Alors, de deux grandes façons, en aidant, par exemple, économiquement, les satellites qui étaient en semi-révolte contre l'URSS, en tout cas en contestation, sans le dire toujours. C'est le cas, par exemple, de la Pologne pendant toute cette période, et les États-Unis vont aider énormément la Pologne pendant toute la période à partir des années 70-80. Autre façon, bien sûr, de peser économiquement sur les pays communistes, c'est l'embargo. Vous le savez, c'est la mesure qu'on a prise à deux reprises au moins pour essayer d'affaiblir Poutine après l'invasion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine cette année en 2023. Alors, l'embargo, on l'a pratiqué dès 1980 pour sanctionner l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Aussitôt, le président des États-Unis a décidé l'embargo sur les céréales américaines. Mais cet embargo n'a pas été efficace et le successeur de Carter, Reagan, y mettra fin. Je termine en disant que les événements dont je vais parler dans un instant, en particulier la réunification de l'Allemagne, par exemple, eh bien, aura pour base très importante un vrai marchandage entre l'Occident, notamment Helmut Kohl, le chancelier fédéral d'Allemagne, et Gorbatchev, qui a énormément besoin d'argent. Je ne parle pas évidemment à titre personnel, je pense entre États. Quand je dis marchandage entre l'Occident et Gorbatchev, je ne veux pas dire que l'argent va dans la poche de Gorbatchev ou sort de la poche de Kohl. C'est entre États, mais c'est un vrai marchandage. Et
Signalons aussi, je vais en reparler dans un instant, que de 82 à 89, donc pendant que Solidarnosc, Solidarité, donc, est mise hors la loi, à partir de 81, eh bien, les Américains soutiennent, en envoyant des millions de dollars, le syndicat libre. On voit ici Reagan et Walesa, le responsable du syndicat. Donc, il y a, pour essayer de peser sur les pays communistes de la part de l'Occident, il y a la diplomatie, il y a l'économie et il y a aussi l'aide de l'opposition. Aider l'opposition, ça veut dire par exemple faire des voyages dans les pays où il y a une opposition assez marquée et les grands chefs occidentaux, bien sûr ici c'est Reagan au mur de Berlin, devant la porte de Brandebourg, mais il y a également les responsables anglais, français, qui font des voyages là, dans les 86, 87, 88, donc avant la désatellisation. Ils font des voyages dans ces pays où il y a une opposition marquée contre le régime communiste. C'est une manière, évidemment, de dire on vous soutient. Et c'est quand même efficace. Il y a d'autres moyens. Il y a bien entendu, depuis les années 50, des radios qui émettent depuis l'Allemagne de l'Ouest, Radio Free Europe et Radio Liberté, avec à l'aide de dollars américains, tout ça coûte très cher, et qui sont des radios de propagande qui dénigrent les pays communistes et qui vantent les pays capitalistes. Alors, dans cette pression occidentale, qu'elle soit diplomatique, économique, ou qu'elle concerne l'opposition, il y a quand même deux États parmi l'Occident, dans l'Occident, qui se distinguent parce que ces États vont peser d'une manière tout à fait remarquable, tout à fait efficace sur la désatellisation. Bon, ce premier État, c'est incontestablement la République fédérale allemande, hein, qui est dirigée à l'époque par Helmut Kohl, qui est un chrétien démocrate. Il est entré au parti dès 1946 et il sera chef du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest pendant 16 ans, hein, de 82 à 98, et il jouera un rôle extrêmement important, hein, dans la fin de la RDA et dans l'unification qui se produira peu après. Le second pays en Occident a joué un rôle fondamental, et finalement il est plus important encore que le rôle d'Helmut Kohl, parce que Helmut Kohl se polarise sur l'Allemagne de l'Est, tandis que Ronald Reagan ne s'intéresse pas à tous les pays, mais à plusieurs pays. D'abord la Pologne, ça ne fait aucun doute, mais aussi la Hongrie, également la Tchécoslovaquie. Et Ronald Reagan fait 2 mandats pendant cette période, de 81 à 89, et c'est lui qui va certainement exercer une influence primordiale, fatale, pour la fin des régimes communistes à l'Est. Reagan avait 3 objectifs qu'il n'a pas cachés, hein, dès son arrivée à la tête des États-Unis en 80. Enrayer l'expansion soviétique. Car, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, on appelait parfois Brejnev, je crois que l'expression est d'Hélène Cardancos, Brejnev l'Africain, Brejnev le conquérant. En effet, ce vieux monsieur, sous des dehors tranquilles, ne cessait d'avancer les pions. En Angola, en Éthiopie, au Nicaragua et enfin en Afghanistan. Donc, pour Reagan,
il était vital, urgent, d'arrêter cette expansion soviétique. Deuxième objectif, l'armée, les armes. Il fallait que les États-Unis non seulement confortent leur supériorité, mais l'étendent, la développent. Et pendant la période Reagan, le budget de la défense est très avantagé. Sont conçus alors des missiles à portée intermédiaire et surtout est mise en place ce qu'on appellera l'IDS, c'est-à-dire l'initiative de défense stratégique. Il s'agit donc d'un très vaste ensemble, on appelle ça parfois le parapluie atomique, très vaste ensemble, connecté évidemment, vous supposez, et qui empêche les fusées nucléaires des adversaires de pénétrer sur le territoire. Il y a comme un parapluie, si on peut imaginer ça, de défense qui permet donc de rendre le pays invulnérable. Quand Reagan commence à parler de ce type de défense, de l'initiative de défense stratégique, ce n'est qu'un projet, et un projet qui coûte une fortune. Mais peu à peu, il va bluffer et laisser entendre que ce programme d'initiative de défense stratégique est en train de devenir très au point et il va faire trembler finalement l'Union soviétique. Enfin, troisième objectif de Reagan, s'appuyer à fond sur la Pologne, et en Pologne sur le syndicat Solidarité, qui est soutenu lui-même étroitement par le nouveau pape depuis 1978, Jean-Paul II. Voilà ce que dit un conseiller de Reagan. Si nous pouvions arriver à secouer et à déstabiliser la Pologne, alors les ondes de choc irradieraient dans toutes les directions, vers l'Ukraine et les Balkans, en Lituanie et en Estonie. Donc c'est la grande idée. Les États-Unis soutiennent à fond la Pologne et en Pologne Solidarność. Les États-Unis approuvent et collaborent éventuellement à l'action de Jean-Paul II depuis le Vatican vers Solidarność. Donc il y a comme un triangle, une alliance de fait entre les États-Unis, Solidarność et le Vatican. Et en agissant donc à fond sur Solidarność, on espère irradier et que, si vous voulez, le message révolutionnaire anti-soviétique, anti-communiste, eh bien, enflamme les pays baltes, la Hongrie, l'Ukraine. Donc, c'est une partie de billard. On pousse une bille et cette bille va en toucher d'autres. Hein. Voilà. Alors, donc, parmi ces actions extérieures qui vont jouer un rôle important dans la désatellisation, il y a ce que j'ai appelé l'Occident. Quand même en donnant comment dirais-je, en insistant sur le fait que dans cet Occident, il y avait 2 ou 3 pays qui jouaient un rôle important. Disons un mot du Vatican. Alors, le Vatican, c'est donc Jean-Paul II, élu à l'automne 1978, qui va d'emblée modifier la doctrine politique de son prédécesseur, Paul VI. La doctrine de Paul VI par rapport aux pays de l'Est, c'était la politique des petits pas, des concessions. Il ne fallait rien brusquer, il fallait grignoter. Jean-Paul II, qui connaît bien, beaucoup mieux que Paul VI, les pays communistes, tire un trait sur cette politique. Et lui a une politique beaucoup plus ferme, beaucoup plus nouvelle dans les négociations.
On peut dire, j'ai mis cet ouvrage-là, que j'ai pas mal utilisé, paru chez Plon il y a déjà pas mal de temps. La politique de Jean-Paul II, on peut résumer en 3 axes. Premier axe, je le disais tout à l'heure, par rapport à Paul VI, dans toutes les négociations, le pape se montre beaucoup plus ferme, beaucoup plus net. Il ne vient pas en quémandeur, il exige. Il y a cette déclaration que Jean-Paul II fait à Petar Mladenov. Petar Mladenov, c'est un ministre bulgare, un ami de Gorbatchev. Vous savez, lui déclare-t-il, que l'Église catholique ne demande pas un traitement de faveur, mais en Bulgarie, comme partout ailleurs, il lui faut un espace vital pour remplir sa mission religieuse. Donc, c'est cette notion d'espace vital culturel où la religion doit trouver une place de choix. C'est ça, désormais, qui est l'élément de discussion dans les négociations entre le Vatican et les pays communistes. Exiger un espace vital culturel. Deuxième axe, privilégier la Pologne. Alors, bien sûr, ça se rejoint avec Reagan. Selon Jean-Paul II, il faut privilégier la Pologne comme modèle d'une mutation et aussi comme catalyseur d'une mutation. Enfin, il faut persuader les populations qu'une mutation est possible, que l'état géopolitique de l'Europe de l'Est n'est pas figé pour la vie. Et il faut regarder de près, revoir les voyages de Jean-Paul II en Pologne. Le premier voyage, quelques semaines après son élection comme pape, c'est le mois d'octobre 78. Le fameux message, c'est « N'ayez pas peur ». Alors, bien entendu que le « N'ayez pas peur », c'est un message au départ spirituel. N'ayez pas peur de la vie, n'ayez pas peur des obstacles, n'ayez pas peur. Vous avez le Christ avec vous, vous avez l'Évangile avec vous. Mais évidemment, il y a une traduction très littérale qui est faite immédiatement et que Jean-Paul II ne doit pas renier, c'est « N'ayez pas peur des communistes ». Et j'ai eu l'occasion de disséquer de très près le second voyage de Jean-Paul II en Pologne, parce que le journal Le Monde, à l'époque, m'avait demandé de faire un article. Et donc, j'ai passé presque un mois à étudier un peu l'accueil de Jean-Paul II et sa manière de faire. Alors là, nous sommes un an après, le N'ayez pas peur, nous sommes donc en juin 79. Ce voyage est important, car le général Jaruzelski, dans ses mémoires, dira « Après ce voyage, plus rien ne serait comme avant ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas simple, hein. Au départ, j'avoue avoir un peu ramé, comme on dit. Donc, il fait plusieurs déplacements, bien sûr Varsovie, là, puis Czestochowa, où là, il y a 200 000 personnes. C'est à la fois beaucoup, mais relativement peu. Le gouvernement communiste a tout fait pour freiner l'afflux à Czestochowa. C'est-à-dire que si les gens s'absentaient de leur travail ce jour-là, il y avait des sanctions, il y avait des routes secondaires fermées, il y a eu une réduction des moyens de transport, bon, des manières tout à fait mesquines, mais qui ont pu jouer un rôle. Alors, comme il a l'habitude, Jean-Paul II va de manière détournée faire passer des messages. D'abord, il évoque par exemple la résistance de l'Église dans l'histoire de la Pologne, en disant à plusieurs reprises, c'est l'Église qui a su assumer la survie de la nation. Donc, sous-entendu, l'Église est votre rempart. Mais ce qui est peut-être le plus important dans ce voyage, c'est moins les paroles de Jean-Paul II que le comportement du public, de la foule, des fidèles.
je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a en Pologne une vraie société civile, c'est-à-dire une société mature, disciplinée, sachant déjouer les pièges de la provocation, une société rassemblée autour de l'Église. C'est vrai qu'un pacte, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été signé, pas été signé, mais a été noué 2 ans auparavant entre les intellectuels, l'Église, Solidarnosc, enfin les éléments de Solidarnosc, puisque ça n'a pas été créé encore. Et il y a, si vous voulez, dans le comportement de ces foules, une manière de dire nous sommes prêts, il suffit d'un signal, en quelque sorte. Donc, comme ici sur cette photo, on a, après coup, on n'a pas toujours compris cela sur le moment, l'impression que Jean-Paul II vient passer ses troupes en revue. Bon, et des troupes parfaitement disciplinées. Et c'est vrai que 1 an plus tard, il y aura les grèves des chantiers navals de Gdansk, il y aura la nouveauté des revendications, et on comprendra là, au moment où va se créer Solidarnosc et tout, que ce n'est pas un mouvement uniquement ouvrier, c'est un mouvement spirituel. Il y a des messes sur les lieux de grève, etc. Donc, on sent, si vous voulez, la patte de l'Église, la patte de Jean-Paul II. Venons-en à un troisième élément, après l'Occident, après Jean-Paul II, il y a incontestablement, évidemment, une autre influence possible, celle de Gorbatchev. Est-ce que Gorbatchev a aidé, facilité, manipulé la désatellisation des 6 pays de l'Est? Alors, cette influence de Gorbatchev, elle est très discutée. Dans ses mémoires, il se montre discret et pas très net. Pour certains, Gorbatchev a tiré les ficelles dans tous les pays. Pour d'autres, Gorbatchev, qui avait proclamé qu'avec lui était instaurée une nouvelle politique, celle de la non-ingérence, eh bien, il n'a exercé aucune pression sur les partis frères. Donc, vous voyez, c'est tout ou rien. En réalité, je ne la connais pas, la réalité. Je vous donne simplement le point de vue d'un petit prof qui s'est intéressé à la question. Eh bien, Gorbatchev n'a absolument pas voulu recourir à des moyens de pression lourds, voyants. Quand il va en Allemagne de l'Est, vous le voyez en photo devant Erich Honecker, le patron communiste de la RDA, celui-ci, qui commence à sentir que tout tremble autour de lui, aurait souhaité un secours. Un secours, ça veut dire, pourquoi pas, l'envoi de l'armée, etc. Et Gorbatchev lui dit carrément, il n'en est pas question. L'armée ne viendra plus aider qui que ce soit. C'est à chaque pays à se défendre comme il l'entend. Il s'est refusé aussi à appuyer certains candidats. On n'a pas vu que Gorbatchev, mettons, appuie. On savait qu'il s'entendait plutôt bien avec Jaruzelski en Pologne. On savait que Mlinar en Tchécoslovaquie, que Mladenov en Bulgarie, c'était des gens qu'il connaissait très bien, des amis, mais il n'a jamais montré qu'il les poussait. On savait, mais pas plus. Il se borne à ce sujet à émettre des signaux. Alors,
envers les réformateurs, dont il doit souhaiter la victoire, il se montre bien sûr plutôt amical. Par contre, avec les conservateurs, quelqu'un comme Honcker, il se montre d'une froideur extrême, des signaux. Alors, est-ce qu'on pourrait en conclure en disant donc que Gorbatchev n'est vraiment pas intervenu? Attention, Gorbatchev, surtout à partir d'un certain moment, n'a pas les rênes sur tout, ne tient pas les rênes pour tout. Il y a son entourage qui peut parfois en faire plus qu'il ne le souhaiterait. Et puis, il y a le KGB, le fameux KGB, qui commence à agir pour lui-même, de lui-même, et qui est au courant plus que quiconque que les choses sont en train de changer et qu'il doit peut-être favoriser justement les réformistes. Donc, il est possible que le KGB soit intervenu, je le dirais, dans un certain nombre de pays pour hâter l'arrivée, le départ des conservateurs et l'arrivée des réformateurs. Je pense à des gens comme Hans Modrow en RDA, Mladenov, que j'ai déjà cité en Bulgarie, ou Iliescu en Roumanie. Alors, revenons à ce tableau. J'ai fait le point sur les influences extérieures en distinguant, donc je le répète, l'Occident, le Vatican et Gorbatchev. Alors, pour la Pologne, par exemple, je dirais que ces influences extérieures ont été très, très fortes. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à propos de Reagan et de Solidarnosc, mais pour la Pologne, ça ne fait aucun doute. En Hongrie, moins forte, c'est pour ça que je mets une pastille moins large, mais incontestable. Il y a des déplacements de chefs occidentaux en Hongrie. Il y a certainement un encouragement auprès des communistes hongrois qui étaient, dont certains étaient nettement progressistes. En RDA, même attitude, mais c'est surtout Helmut Kohl, depuis la RFA, qui est très attentif et qui va aider le plus possible la société civile d'Allemagne de l'Est. Il peut guère aider, il peut guère influencer le Parti communiste parce qu'il est fermé. Mais Helmut Kohl agit sur la société civile. En Tchécoslovaquie, c'est à peu près le même travail, c'est-à-dire que les États-Unis, la France, l'Allemagne interviennent pour aider la société civile, des gens comme Václav Havel, enfin il y a tous ces gens du printemps de Prague qui parfois sont venus d'ailleurs se réfugier en France, je pense par exemple à Karel Bartošek, et que la France a aidé, et donc la France continue à avoir des yeux attentifs, et elle est prête à aider les mouvements de la société civile tchécoslovaque. Pour la Bulgarie et la Roumanie, là, les influences extérieures jouent un rôle très réduit. On a les États-Unis, l'Allemagne, très peu. Donc, c'est peut-être le KGB, certains milieux de l'entourage de Gorbatchev qui, vers la fin, vont commencer à intervenir. Alors, à partir de ce constat, c'est le but, voyons quels sont les types de mouvements de transition, de désatellisation sur les 6 pays. Alors, c'est le but de cette deuxième partie. Pour moi, il y a un premier type qui va se dérouler en Pologne et en Hongrie que je qualifierais de compromis. Je m'explique
en partant du schéma. Donc on retrouve, c'est le schéma que je viens de présenter. Regardons d'un peu plus près les deux pays où la situation est quand même assez comparable, vous voyez, par rapport aux autres pays. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, un compromis entre la société communiste, la société officielle, les progressistes communistes, ici, et les sociétés civiles qui, en Pologne surtout, mais également en Hongrie, sont très actives. Et ces sociétés civiles vont être très encouragées, très aidées par des influences extérieures. Donc là, la mutation, la fin du communisme en Pologne et en Hongrie, ça sera le fruit, je le répète, je vais maintenant bien sûr en parler, d'un compromis entre certains communistes et certains membres de la société civile, le tout encouragé fortement par les États-Unis, le Vatican ou l'Allemagne de l'Ouest. Premier élément de ce compromis, c'est que le 6 février 1989, le Parti communiste polonais, dirigé par Jaruzelski, le syndicat polonais Solidarność et l'Église se rencontrent à peu près égales, les trois forces, autour d'une table ronde. Ils sont 57. Et depuis le 6 février jusqu'au 7 avril, opposition, société civile et Église vont essayer de créer un nouveau système politique. Donc là, on est vraiment dans le compromis manifeste. Vous voyez, c'est une date très importante. On ne retient toujours, comme chute du communisme, que la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89. Bien sûr que c'est un élément fondamental, mais chronologiquement, la mise en place d'une table ronde, le 6 février 89 en Pologne, c'est considérable. En Hongrie, eh bien, la table n'est pas ronde, mais il y a des négociations qui se font à partir d'avril 89 entre le Parti communiste et l'opposition. Il y a de nombreux éléments au sein du Parti communiste qui sont des éléments réformateurs, qui sont persuadés que le régime communiste n'a plus d'avenir et qu'il faut donc traiter avec l'opposition. Et donc, des négociations s'engagent. Elles aboutissent déjà à un autre événement considérable, à mes yeux aussi considérable que la fin du mur de Berlin en novembre. Le 2 mai 89, en effet, le gouvernement hongrois accepte de cisailler la frontière, le rideau de fer, et va permettre le passage en Autriche, donc, des gens des pays de l'Est, notamment des Allemands de l'Est. Donc, c'est 27 juin exactement, vous avez le ministre autrichien des Affaires étrangères, vous avez Julia Horn, qui est le ministre hongrois, un homme remarquable, qui coupe les fils de fer barbelés. Donc, vous voyez, le mur de Berlin, il va tomber en novembre, mais déjà le rideau de fer n'existe plus vraiment, en tout cas en Hongrie, à partir du mois de juin 89. Et le 17 juin, nous sommes toujours en Hongrie, l'opposition organise des funérailles solennelles pour Imre Nagy. Imre Nagy, donc, a été exécuté en 58. Donc, le corps avait été jeté dans une fosse commune, mais l'opposition veut lui rendre hommage. Donc, on lui fait des funérailles solennelles. Et au cours de ces funérailles solennelles, on est toujours en régime communiste, on est en juin 89. Un certain Viktor Orban, qui est le dirigeant actuel, mais qui à l'époque est un dissident anticommuniste, prend la parole
pour ses funérailles solennelles et déclare: si nous avons confiance en notre âme et en notre force, nous pouvons mettre un terme à la dictature communiste. Si nous sommes décidés, nous pouvons contraindre le parti à des élections libres, et si nous ne perdons pas de vue les idéaux de 56, alors nous pourrons élire un gouvernement qui entreprendra immédiatement des négociations pour un retrait rapide des troupes russes. Donc déjà en juin 89, tout ça est dit officiellement lors d'une cérémonie à Budapest. On sent très bien que le compromis est là et que le régime communiste est en train de craquer. Donc, si je résume, dans ces deux pays, Pologne et Hongrie, la désatellisation, c'est-à-dire la fin du régime communiste, elle est pacifique. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de pression extérieure directe. Je veux dire qu'il n'y a pas d'intervention, évidemment, des troupes américaines ou je ne sais pas. Quant à la population, elle est attentive, inutile de vous dire, mais elle ne participe pas au processus. Ce sont des négociations entre délégués de la société civile et délégués du gouvernement. Donc on peut dire que cette désatellisation, ce compromis est légaliste. Et tout de suite après, des élections vont avoir lieu en juin en Pologne, juin 89. Bon, Solidarność emporte totalement le Sénat et à la diète tout ce qu'elle peut emporter, 35%. Il y a un gouvernement qui est créé en Pologne, donc à partir de juin 89, vous avez 13 communistes, 12 communistes, 12 membres de Solidarność et le Premier ministre, c'est Mazowiecki, qui fait partie de Solidarność. Donc, et dès le mois de décembre, il y aura abolition du rôle dirigeant du Parti communiste. Donc, le régime communiste n'existe plus en Pologne à partir de ce mois de juin 89. Et en Hongrie, c'est en bleu, en juillet 89, des élections ont lieu, elles sont perdues par le PC, et en septembre, il y a la création d'une nouvelle, pas république, mais république. Voilà. Donc, il y a un premier type assez net, c'est ce que j'ai appelé le compromis en Pologne et en Hongrie. Un second type de désatellisation, c'est ce qui se passe dans deux autres pays communistes, la RDA et la Tchécoslovaquie. Alors, regardons le fameux tableau. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'en RDA et en Tchécoslovaquie, les partis communistes sont aux mains d'ultra-conservateurs. Il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Ce n'est pas comme en Pologne, ce n'est pas comme en Hongrie. La société civile, elle existe. Ce n'est pas comme en Bulgarie ou en Roumanie. Mais elle est loin d'être aussi développée qu'en Pologne et même qu'en Hongrie. Quant aux forces extérieures, il y en a, notamment pour la RDA, c'est Kohl, c'est la République fédérale allemande. Pour la Tchécoslovaquie, c'est plus diffus, les États-Unis, la France, mais ça existe. Alors, comment, dans ce contexte, avec ce rapport de force, ces deux pays vont pouvoir muter, changer, renverser le système communiste? Eh bien, par un autre système qui sera ce que j'appelle l'intervention populaire. C'est-à-dire que, fortement encouragés par l'extérieur, les petites sociétés civiles, mais qui existent, vont profiter de ce qui s'est passé en Pologne et en Hongrie, qui constituent des exemples, vont se devenir beaucoup plus hardis et vont s'opposer dans des mouvements populaires aux communistes et vont les obliger à quitter le pouvoir. Donc, vous voyez, c'est un autre type de désatellisation que celui-là. Alors, on va creuser un peu cela. Alors, jusqu'au printemps 87, c'est-à-dire 2 ans auparavant, les sociétés civiles en RDA et en Tchécoslovaquie existent, mais elles sont peu actives. Alors, pour les rendre actives, on va s'en apercevoir, il y aura 3 facteurs.
Un, l'intérêt croissant suscité par Gorbatchev et ses réformes à l'URSS. On les suit de très près. On apprend que d'après les dernières réformes de Gorbatchev, en Russie, le Parti communiste n'aura plus le monopole des élections, par exemple. Donc, tout ceci excite les sociétés civiles. Et par exemple, quand Gorbatchev vient à Prague en avril 87, il est accueilli, alors qu'il est leader d'un pays communiste, mais il est accueilli avec enthousiasme par une grande partie de la population. Deuxième élément qui va dynamiser les sociétés civiles de Tchécoslovaquie et de RDA, c'est ce qui se passe, je le disais tout à l'heure, en Pologne et en Hongrie. Donc, on va apprendre au printemps 89 qu'en Pologne, on s'est mis autour d'une table, c'est-à-dire le Parti communiste, la société civile, qu'en Hongrie, même chose à Budapest. Alors, comment ne pas espérer que par la théorie des dominos, par celle de la contagion, des choses de ce type peuvent se produire dans les deux pays, Tchécoslovaquie et RDA. Enfin, il y a dans cette société civile d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie des jeunes de plus en plus actifs, des jeunes qui ne supportent plus ce régime sclérosé et qui vont être les fers de lance des oppositions. Donc voilà pour comment, même si ces sociétés civiles étaient finalement peu actives jusque-là, comment elles vont être dynamisées. Alors, les étapes. Bien, il y a une première étape, c'est lorsque on apprendra que en Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est, on apprendra que la Hongrie a démantelé le rideau de fer chez elle, vers l'Autriche. Eh bien, les Allemands de l'Est peuvent, en gagnant la Hongrie, passer en Autriche et aller en Allemagne de l'Ouest. Et durant l'été 89, vous avez un véritable exode des Lada, ces fameuses voitures, qui viennent d'Allemagne de l'Est, qui passent à Prague et qui se dirigent vers la Hongrie. Vous voyez le voyage type. Hein, on quitte Berlin-Est, mettons, on va à Prague, puis ensuite on rentre en Hongrie, hein, et on essaye de passer la frontière, mais pas on essaye, on peut la passer puisqu'elle est ouverte depuis le mois de mai-juin 89. Donc, si vous voulez, ces départs en masse d'Allemands de l'Est, 13 000 qui s'enfuient, c'est un véritable appel d'air qui déstabilise l'Allemagne de l'Est, la RDA. Le régime communiste a beau serrer les boulons, hein, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Ça réveille, si vous voulez, la société civile. Au printemps 89, interviennent des élections municipales en RDA. Banal. Banal, mais comme d'habitude, truqué, totalement truqué, pour qu'il y ait des majorités en faveur des communistes, des majorités ridicules, tellement elles sont fortes. Mais cette fois, les fraudes, le trucage, sont pris très au sérieux, notamment par des jeunes, et sont dénoncés officiellement. Et des manifestations monstres ont lieu à Berlin et dans les grandes villes allemandes pour protester contre ces élections truquées du printemps 89. Troisième fait, Gorbatchev, qui se déplace beaucoup, vient à Berlin les 5 et 6 octobre 1989. Apparemment, vous voyez, c'est le fameux baiser, il embrasse donc Honecker, mais c'est le baiser de la mort. Hein. Il fait comprendre non seulement à Honecker qu'il est fini, qu'il n'a rien à faire dans ce pays, dans ce contexte, mais il le fait comprendre évidemment
à l'entourage de Honecker. Et Honecker va être débarqué quelque temps plus tard et remplacé le 18 octobre par un progressiste, Egon Krenz. Donc les choses bougent à Berlin, mais et à RDA, parce que, encore une fois, la population est dans la rue. Hein. C'est ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas en Pologne ou en Hongrie. Hein. Donc c'est manifestation populaire. Donc 18 octobre. Et puis on arrive, le quatrième fait, le 9 novembre, ce monsieur, qui est le porte-parole officiel du gouvernement communiste d'Allemagne de l'Est, fait une conférence de presse et annonce que désormais, les voyages vers l'étranger peuvent être demandés sans condition. C'est révolutionnaire. Jusque-là, pour faire un voyage à l'étranger, si on n'était pas au parti, si on n'était pas appuyé, on ne pouvait pas les faire. Là, ça y est. Et alors, un journaliste pose la question, et le mur, alors, ah ben le mur n'a plus de raison d'être. Ah bon? Et à partir de quand? Alors, il regarde sur ses notes, il dit, oh, à partir de maintenant. Alors, immédiatement, hein, ça se sait, et la foule des Allemands de l'Est, de Berlin-Est, se rue sur le mur, les gardes-barrières sont dépassés, hein, et c'est la fin du mur, les gens passent, les gardes-barrières n'osent pas tirer, ils n'ont pas reçu d'ordre, c'est contradictoire, puisqu'on a dit qu'on pouvait passer, c'est la pagaille, mais une pagaille ô combien joyeuse, ça définit du mur. Et donc, pour l'Allemagne de l'Est. Et, alors, en Tchécoslovaquie, donc le 9 novembre, c'était à Berlin. Le 17 novembre, il y a une très grande manifestation à Prague avec des brutalités policières. Ces brutalités constituent la honte, la foule qui était, enfin la foule, une partie de la société civile, parce que, qui était plutôt tranquille, car c'était les jeunes qui allaient dans la rue, eh bien, cette partie de la société civile plutôt tranquille s'émeut qu'on ait matraqué, tué parfois les jeunes qui manifestaient. Eh bien, là, cette fois-ci, ce sont des manifestations monstres. Et à ce moment-là, le mur étant tombé en RDA, le Politburo tchécoslovaque prend peur et ça n'est fini. Donc, le 17 novembre, il démissionne. Il n'y a plus de régime communiste. Ça se terminera comme ça. En Tchécoslovaquie, en jaune, en décembre, c'est l'abolition de la constitution communiste. Et dès le 29 décembre, c'est le chef des dissidents, Václav Havel, qui devient le président de la République tchécoslovaque. Et en RDA, le mur tombe donc le 9 novembre 89. Au mois de mars, il y a des élections libres. Et dès le mois d'août, grâce à Helmut Kohl, la nouvelle assemblée élue vote l'extension de la loi de la RFA à la RDA. Ça veut dire donc que l'unification est prononcée, la RDA n'existe plus. Donc, dans ces deux cas, hein, la RDA et la Tchécoslovaquie, la désatellisation s'est produite grâce à l'action de mouvements populaires. Et enfin, on arrive à un troisième type de désatellisation, c'est ce que je définirais par complot et révolution de palais. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, moi, Jean-François Soulet, j'ai beau avoir lu, avoir même interrogé lors de tout petits voyages que j'ai fait dans ces pays, j'ai de vagues idées, mais rien de précis. En tout cas, dans ces deux pays, ça ne s'est pas passé comme dans les 4 autres pays, et ça ne pouvait pas se passer ainsi, compte tenu du rapport des forces. Vous le voyez, donc nous sommes maintenant passés à ces deux pays. Dans ces deux pays se distinguent par des sociétés officielles avec des ultra-conservateurs à la tête, Ceausescu en Roumanie, Živkov en Bulgarie, des sociétés civiles inexistantes, il y a quelques individus, et des pressions, des influences extérieures minuscules aussi.
Donc, comment ça pouvait bouger? C'est David contre Goliath. Voilà pourquoi on est obligé d'imaginer, puisque ça a bien bougé, qu'il y a eu, certes, des pressions quand même de l'extérieur, mais c'est surtout, sans doute, à l'intérieur du Parti communiste qu'il y a eu une espèce de révolution de palais à l'intérieur qui a éjecté les communistes les plus conservateurs et propulsé les progressistes. Donc, un cas de figure différent des trois autres. Ici, je le répète, des compromis, là, intervention populaire, et ici, des complots et également, sans doute, des manipulations. Alors, voyons un peu Bulgarie et Roumanie, pour terminer. Alors, les influences extérieures pour ces deux pays, même si elles n'étaient pas en volume très important, elles étaient nombreuses certainement. En tout cas, l'inventaire est assez nombreux. Bon, qui pouvait-il intervenir pour faire bouger les régimes communistes en Bulgarie et en Roumanie? Bien, il y avait d'abord ce que j'appellerais les influences de l'Est, c'est-à-dire Gorbatchev lui-même, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout dans son désir, et le KGB. Le KGB pouvait très bien, il avait des hommes partout, notamment les ambassadeurs soviétiques, les ambassadeurs soviétiques dans tous les pays de l'Est, hein, c'était, si vous voulez, l'œil de Moscou. C'était eux qui dirigeaient le pays. Donc les ambassadeurs étaient très importants. Mais il y avait aussi à l'extérieur, à l'ouest, des pays, si vous voulez, qui pouvaient souhaiter que le communisme tombe le plus vite possible dans ces deux pays, qui restaient, là encore, au mois de novembre, des pays communistes. Il y avait les États-Unis, toujours désireux de faire tomber le communisme. Il y avait la Hongrie, qui était intéressée par la Roumanie, car en Roumanie, il y a une très forte minorité hongroise. Donc, il est évident que les Hongrois sont intervenus dans la révolution roumaine. Et il y avait aussi la Yougoslavie, un peu pour les mêmes raisons, hein, la Yougoslavie qui n'était pas encore vraiment démantelée et qui a pu agir. Donc, ces forces elles sont certainement intervenues. Alors, que sait-on? On sait que le 10 novembre 1989, le lendemain de la chute du mur de Berlin, à Sofia, en Bulgarie, un Bulgare qui avait été ministre, un ami de Gorbatchev, succède à Zhivkov. Zhivkov, donc, qui était là depuis très longtemps, depuis 1954, hein, et donc est renvoyé dans ses foyers, et c'est Mladenov qui lui succède. Donc j'appelle ça une révolution de palais. Pardon. Ceci le 10 novembre. Et dès le lendemain, le 11 novembre, la foule pénètre dans les rues de Sofia et applaudit ce changement, alors non pas de régime, mais de personnalité. Roumanie, rien ne bouge en Roumanie. Le mur à Berlin est tombé le 9 novembre. En décembre, Ceausescu se promène à l'extérieur, rien ne change. Mais le 16 décembre, à Timișoara, donc c'est sur la frontière, en Roumanie, sur la frontière hongroise, c'est une grosse cité, il y a eu des heurts parce que la police a forcé un pasteur protestant à se retirer. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et la police est intervenue durement et il y a eu des combats violents, donc un peu insurrectionnels. Hein. N'oublions pas que les Romains, ils écoutent à la radio tout ce qui s'est passé depuis 1 an en Pologne, en Hongrie, etc. Donc, ils comprennent bien que le régime de Ceausescu est quand même un peu menacé. Et puis, intervient alors un fait qui est considérablement grossi par les médias, notamment les médias occidentaux, et c'est là qu'on peut parler de manipulation,
on a découvert un charnier, dit-on, à Timisoara. Un charnier, effectivement, on voit des corps, notamment le corps d'une femme qui était enceinte, et le bébé donc a été posé sur le corps de la femme, le fœtus. Tout ça est horrible, et il y a 16 ou 17 corps. Mais on dit, il y a des dizaines et des dizaines, c'est la Securitate, la police de Ceausescu qui a fait ce massacre. En réalité, c'est faux, c'est un faux charnier, c'est monté de toutes pièces, c'était le cimetière de l'hôpital, et donc on a ouvert un certain nombre de tombes fraîches, des cercueils, et on a donc crié au charnier. C'était le 16 décembre, donc à Timisoara, il y a des combats, etc. Je suis allé sur place, pas à l'époque, non, mais quelques années plus tard, et j'ai refait le plus possible les itinéraires, tout ça, il y a des plaques partout, c'est intéressant. Le 21 décembre, Ceausescu est à Bucarest, la capitale, il fait un discours à la Ceausescu, et brusquement, il est hué. Il ne comprend pas. Et puis, il reprend, il est hué de plus belle. La foule crie. Bon. Et à ce moment-là, des policiers le prennent par le bras et par des souterrains secrets, tout ça, l'amènent par hélicoptère et essayent de lui sauver la vie. Et on apprend ce jour-là qu'il y a une junte, un groupe de Roumains anti-Ceausescu, qu'on va appeler le Front de Salut National, qui s'est créé avec à sa tête Ion Iliescu, un communiste réformateur, un communiste qui avait été combattu par Ceausescu, un ami de Gorbatchev, enfin il le connaissait bien, qui donc prend la tête de ce Front de Salut National. Pendant ce temps, je vais remettre ceci. Ceausescu est amené donc dans la campagne. Il va être jugé avec son épouse, condamné à mort au mois de décembre, le 25 décembre, et exécuté immédiatement. Et c'est Ion Iliescu qui va donc devenir le nouveau chef du gouvernement. Bon. Donc, vous voyez, tout ça, c'est connu. Dans les deux pays, Bulgarie et Roumanie, ce n'est pas la fin du communisme, ce sont des communistes réformateurs qui s'installent, et pour qu'il n'y ait plus de communistes, il faudra attendre encore, selon la Roumanie ou la Bulgarie, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est important d'étudier cette désatellisation de manière comparée, me semble-t-il. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt, j'espère. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.